Bien, troisième épisode. Alors, en fond d'écran, j'ai mis la méchante sorcière, puisque une des thématiques essentielles qu'on va développer, c'est la question de savoir si la sorcière est méchante. Euh, Voilà, donc j'étais sur le repoussoir de Narnia, épopée sexiste, dans l'épisode précédent, pour essayer de présenter un petit peu la haine que Pullman pouvait avoir pour ce roman de Lewis. Et donc là, vous avez derrière l'abominable sorcière, la méchante femme. Enfin, on est effectivement en plein dans les clichés. Hein. Pullman n'a pas tort. Hein. Narnia avec les gentils enfants asexués, le gentil petit garçon qui est le héros, le petit héros masculin, les filles, les méchantes sorcières qui représentent les méchantes femmes. Enfin, c'est une initiation à la virilité terrifiée par les femmes, comme le montre mon image derrière. Alors, celui qu'on connaît, d'abord The Lion, The Witch and the Wardrobe, donc Le Lion, la sorcière et l'armoire de 1950. Alors, dans l'ordre de l'écriture, c'est le premier tome de cette triste série de Narnia, mais le premier volume dans l'ordre de l'histoire, c'est Magician's Nephew. Je prononce l'anglais très mal, mais vous avez compris. Ce conte va vraiment donner le ton du sexisme qui imprègne toute la série. Alors, par exemple, dès le premier chapitre, vous avez une description de Diggory. Il s'appelle Diggory, retenez bien ce nom. C'est un petit garçon du siècle dernier, avec son uniforme, son école. On mange bien, mais la discipline est stricte. Et puis, le narrateur précise incidemment que vivait aussi à cette époque une petite fille appelée Polly Plummer. On s'en fiche total. Le conte se focalise sur le héros masculin enfantin qui doit sauver Polly en vertu de la traditionnelle répartition des rôles dans la fiction conservatrice et traditionnaliste. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, c'est un genre auquel le texte émarge avec une touchante naïveté. Hein. Ah, il doit sauver Polly. Alors, le préjugé d'avoir à sauver une fille, c'est le ressort de la narration. Et quand la sorcière proposera plus tard à Diggory la pomme d'éternité, ajoutant qu'il pourrait lâcher la petite fille et la laisser sur place, vu l'intérêt qu'elle a, on comprendrait, eh ben, c'est son préjugé d'orgueil masculiniste qui l'emportera. Il faudra protéger Polly, ne pas abandonner Polly. Un garçon ne doit pas faire ça. Vous voyez, on est vraiment dans une espèce de morale, disons, un peu vraiment assez lourdingue, des rôles féminins, masculins. On a envie de rajouter des petits TM, des marques déposées, hein, comme aurait dit Haraway. Alors, intéressant de voir que Rowling se débarrassera symboliquement d'un Diggory, c'est-à-dire c'est un héros positif, mais qui est vaincu par Voldemort. Donc c'est une manière de rejeter discrètement, elle aussi, l'héritage, c'est typiquement patriarcal de Narnia, c'est-à-dire sous le vernis de cette littérature de jeunesse très problématique que constitue ce genre de texte abéti par l'idée qu'un lectorat enfantin doit être traité comme un imbécile. Hein. C'est ce qui fonde assez souvent les préjugés de la littérature de jeunesse. On attend des petites bêtises et il y a une espèce d'autocensure qui s'exerce contre ce genre d'ouvrage. Alors, Pullman lui-même est furieux contre ça. Il dit qu'il a écrit pour tous les publics. Il n'y a pas de genre particulier, il n'y a pas de groupe particulier auquel il s'adresse, et que si les enfants ont envie de lire Le Paradis perdu de Milton après avoir découvert à travers son roman, eh ben, ma foi, qu'ils le lisent. Et Tolkien rejoint un peu ça en disant mais quelle horreur, on a fait des contes de fées un truc pour les gamins, alors que c'est pas du tout un truc pour les gamins, le conte de fées, c'est pour les adultes. Là, je vous montre un peu l'oreille de la sorcière, tiens, ça changera. Voilà, et c'est un scandale d'avoir transformé tout ça en histoire pour enfants. Effectivement, il y a une espèce de disqualification que vous voyez d'ailleurs dans la plupart des prix accordés aux gens qui écrivent de la littérature de jeunesse. C'est souvent des femmes, parce que la femme, l'enfant, gna, 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 ça va ensemble. Voilà. Donc on est dans un... on est bassiné dans les préjugés. Enfin, je ne dirais pas qu'on nage, je dirais qu'on est en train de couler dans une espèce de boue de préjugés. Alors, avec Narnia, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, quand vous allez voir l'analyse de Pullman. Alors, Pullman, en effet, fait de Lyra la protectrice de Roger.
Et alors, les réalisateurs du film Saut à pleurer, vous savez, La boussole d'or, qui n'a eu aucun succès, c'est déjà ça. Bon, ça a fait de Roger une sorte de petit frère de la grande Lyra. Mais en réalité, Lyra et Roger ont exactement le même âge. Et c'est lui qui se trouve sous sa protection à elle. Et finalement, Lyra délivre Roger dans toute la tradition de l'épopée romanesque. La Bradamante de l'Arioste délivrait Roger aussi à l'époque. Intéressant. Donc finalement, Pullman inverse complètement les clichés. C'est finalement Lyra qui veut tuer et rôtir un corbeau blessé, et Roger soigne l'animal. Alors évidemment, par rapport à cette histoire de tradition de l'Arioste, hein, Roger, délivré par Bradamante, on présente souvent en peinture, non pas cette scène qui n'est pratiquement jamais représentée, forcément, c'est une femme qui délivre un mec, si on veut, on présente toujours Roger délivrant Angélique, parce qu'à un autre moment de cette épopée romanesque infinie, Roger délivre Angélique. Alors Angélique, c'est celle, vous savez, un tableau dingue où elle est accrochée comme ça à une espèce de rocher, et il y a une espèce de monstre, genre serpent géant, je sais pas quoi, derrière, et Roger délivre Angélique. Donc ça aussi, c'est une sorte d'inflexion patriarcale de l'histoire de l'art, assez habile, de préférer l'épisode où Roger délivre Angélique à celui où Bradamante délivre Roger. Mais Pullman, lui, semble parfaitement s'en souvenir. Alors, c'est quand même bien qu'il ait choisi une héroïne féminine et non l'éternel petit garçon exemplaire du patriarcat comme centre du monde. Et dès les premières pages du roman, il va stigmatiser une chose amusante par le biais de l'attitude ironique de l'ordre Asriel. Vous vous rappelez, il est reçu par les scholars d'Oxford. Et ça, c'est un monde qui est anciennement régi par un masculinisme très, très passéiste. Et c'est amusant parce que le monde d'Oxford de Pullman, il est pétri de traditions imbéciles dont Lord Asriel se gausse. Hein. Et tandis que la petite Lucie, en mal d'échappatoire, vous voyez, traverse le fond de l'armoire au milieu des manteaux, elle veut fuir son premier monde et atteindre le monde merveilleux de Narnia. Lyra est également cachée dans une armoire, elle aussi plus grande qu'il semblait, et c'est intéressant son attitude. Au lieu de fuir par le fond de l'armoire, au contraire, elle se tourne vers le monde des scholars, le monde humain qui est là, et tapie dans les toges des scholars d'Oxford, elle s'instruit sur le Nord fabuleux. C'est-à-dire, elle ne quitte pas son monde des humains, au contraire, son mouvement, c'est de se retourner et de rester dans l'armoire, certes. Donc les deux gamines, celle de Narnia et celle de Pullman, sont également dans l'armoire, sauf que l'une tourne le dos alors que l'autre affronte la réalité du monde qu'elle va vivre. Autrement dit, le Nord, le froid, la neige qui constituent le tapis de fond, on ne dit pas un tapis de fond, bon, vous avez compris, de la, euh, de l'histoire. Alors, le froid, la neige, bon, chez Lewis, c'est les sorcières et la malédiction, et alors que chez Pullman, c'est la découverte d'un monde merveilleux. Oui, on est vraiment dans l'opposition. Alors, dans le fameux machin sur le lion, la sorcière et l'armoire, la sorcière blanche, c'est de sa faute. Elle est cause de tout un pays gelé, paralysé sous la neige. Hein. On dirait vraiment Elsa des Neiges avant la lettre, hein, évidemment. Dans le The Silver Chair, hein, on rappelle cette exaction première des abominables sorcières. Oui, une sorcière blanche vint du nord et bloqua toute la région dans la neige et la glace pour 100 ans. Oh, l'horrible sorcière! Et le nord, c'est les vastes terres désolées qui endurent la terrible fureur du vent. Là, je vous lis des extraits de Narnia. Le froid cingle, le temps est maussade, il y a de la neige. Et ce monde-là est complètement renversé dans Northern Light, parce que là, on est du côté des aurores boréales. Et à chaque fois, j'ai tendance à dire les horreurs, mais c'est débile. Et chez Pullman, le nord, c'est au contraire la direction de rêve. C'est la région mythique dont hérite d'ailleurs la fantaisie qui est complètement nourrie, comme vous le savez, de mythologie celtique, nordique, germanique. Il y a du Beowulf, il y a des Nibelungen, enfin, il y a tout ça à foison hein, dans la fantaisie, et le monde celtique y est extrêmement important. Et c'est aussi concrètement aujourd'hui la région du monde où l'ouverture actuelle contre les préjugés
est la meilleure, si j'ose dire. C'est en Suède, en Finlande, où d'ailleurs la langue n'a pas de genre, hein, en Finlande, c'est un peu différent. C'est finalement des pays très attirants par leur équilibre féministe, hein, si on veut. Donc, bon, c'est assez amusant de mettre ça en perspective. Mais c'est surtout, dans le roman, c'est plus important, c'est le lieu où vivent les sorcières. Et au lieu d'être connotées négativement, comme chez Lewis, les sorcières sont au contraire, du moins certaines, hein, on pense à Séraphina, hein, notamment, des courageuses alliées de Lyra. Et la volonté et l'énergie, c'est ça les qualités des femmes chez Pullman. Lyra elle-même était rapide et athlétique, une leaduse naturelle, et d'ailleurs Will est par son nom l'image même de la volonté et du désir. Will, I will. Et d'ailleurs, il y a peut-être le souvenir de certains sonnets de Shakespeare dans lequel vous avez effectivement un jeu sur le will de William et le will de la volonté et aussi du désir. Donc ces personnages, Lyra et Will, représentent des personnages de volonté, d'énergie et de désir sexuel, hein, même puisque le sonnet de Shakespeare en question, c'est clairement du désir sexuel. Donc cet intertexte vous permet de voir effectivement comment on est dans une image d'enfant qui n'a rien à voir avec l'enfance. Alors il y a un préjugé qui veut que le roman soit toujours par rapport à l'âge dont on décrit le personnage. C'est complètement imbécile, mais c'est là très fréquent. Alors, ah ben oui, là c'est l'histoire d'une adolescente, alors ça va être pour les adolescentes. Ah ben là c'est un garçon de 8 ans, alors c'est pour les garçons de 8 ans. Et bon, ça, cette stupidité, Pullman lui a fait son affaire assez rapidement. Alors, vous voyez, donc, on est vraiment dans des personnages qui sont complètement différents, et c'est pas parce que c'est des enfants que le public ne peut pas être un public adulte, comme si les adultes et les enfants étaient des espaces étanches. Et je pense qu'on fera une petite série là sur Shulamit Firestone, et notamment le chapitre de son livre La dialectique du sexe intitulé L'abolition de l'enfance. À mon avis, ça vaut le coup. Alors, finalement, aucun de ces deux garçons, si vous prenez Roger et Will comme personnages, aucun n'est conforme à ce topos d'imbécile de petit garçon émerveillé, puisque Will se bat pour défendre sa peau et Roger meurt. Ça, c'est une réalité fictionnelle que le film a préféré éluder. À la fin, tout le monde est dans une espèce de nacelle et la petite gamine dit « Ah, c'est merveilleux, nous allons sauver Roger, mon petit frère. » Enfin, bon, en fait, il meurt, hein, et finalement, Pullman, il n'a pas peur de faire mourir un héros positif, hein, en l'occurrence. Et il n'a pas peur de débat théologique, il n'a pas peur de la mort du héros, il n'a pas peur de présenter Madame Coulter en train de torturer à mort une sorcière, pas peur de partager l'horreur et le désespoir de la mort par le truchement d'enfants fantômes. Vous voyez, les supposés jeunes lecteurs, comme on dit, ils en prennent plein la figure, si j'ose dire, avec cette image d'enfant fantôme à qui on a arraché son démon et qui se meurt désespéré et qui meurt dans une souffrance abominable. Donc, vous voyez, finalement, il y a vraiment une opposition extrêmement violente ici, et il ne s'agit pas d'un livre pour les jeunes lecteurs. Voilà. C'est pas ça. Alors, le traitement des sorcières, je vous l'ai dit, suffirait à lui seul à opposer les deux auteurs. C'est-à-dire que, alors que chez Lewis, la sorcière est une implacable et terrifiante mégère, une vraie salope en quelque sorte, c'est l'image du diable, hein, que les héros veulent écraser comme un cafard. Hein, c'est ça. Bon. Pullman présente au contraire des sorcières sensibles et touchées d'amour pour les humains, pour les hommes humains, des sorcières faibles qui meurent sous la torture, des sorcières qui ne parviennent pas, malgré leur pouvoir, leur mixture et leurs incantations, à guérir la main de Will, et qui sont complètement horrifiées par les violences de la religion. Et effectivement, par exemple, à un moment, Ruta Skadi, la sorcière, dit que Lord Asriel lui a dit qu'il y avait des cruautés hideuses qui avaient été faites au nom de l'autorité divine contre les sorcières capturées dans certains mondes, et qu'on les avait brûlées vivantes, oui, mes sœurs, des sorcières comme nous. Donc, finalement, la parole des sorcières s'élève contre toutes les églises, dont le but a toujours été de contrôler, détruire et anéantir les femmes et, au-delà, tous les êtres humains, en frappant
du côté des femmes, on frappe pas mal l'être humain en général. Donc l'ogre Asriel, lui, il veut détruire Dieu, parce que Dieu est en réalité un ange immonde qui aura tactiquement accusé, vous voyez, il y a là une espèce de... Il accuse les anges qui s'opposent à lui, et il y a une espèce de fiel, quoi. Et comme Satan, Asriel qui rappelle Azraël, l'archange de la mort, dans le paradis perdu, comme Satan, il rassemble des cohortes de soldats pour attaquer l'usurpateur. Donc, voilà, ce que je voulais vous montrer ici, dans cet épisode-là, c'est la construction vraiment parallèle, en parallèle d'opposition, disons, entre Narnia et la croisée des mondes. Vraiment, les deux univers sont absolument opposés, construits de manière diamétralement opposée. Merci.